Bonjour Sophie. Bonjour Laura. Installez-vous. J'ai fait appel à des auteurs qu'on appelle donc les prescripteurs pour que chaque mois, ils prescrivent dans une ordonnance littéraire les livres qui les ont marqués pour vraiment rentrer dans l'univers littéraire intime de l'auteur. Qu'est-ce qui fait qu'en tant qu'écrivain, on dise oui à une boîte littéraire ? Tout simplement, le nom pharmacie littéraire, pour moi, tout est dit, c'est clair, c'est limpide et ça me parle vraiment profondément. Les livres m'ont accompagné, les livres m'ont consolé, les livres m'ont sauvé. Et donc, je sais à quel point la lecture peut être bénéfique, peut faire du bien. Et en ces temps très difficiles, on a besoin de pharmacie littéraire. Au tout début du confinement en mars, j'ai commencé à offrir à mes amis des livres personnalisés pour essayer de recréer des liens avec eux. Et je me suis rendu compte du pouvoir thérapeutique et de l'émotion que ces amis avaient quand je leur envoyais ces boîtes, souvent accompagnées de bonbons, de ballons, etc. Quand, en décembre, les librairies ont dû fermer, cela m'a semblé tout à fait insoutenable. C'était aussi un peu une remise au goût du jour des ordonnances littéraires de Françoise Sagan. Elle avait l'habitude de prescrire à ses amis une dose d'Albertine disparue pour un chagrin d'amour ou du Tchekhov. J'ai trouvé que c'était absolument merveilleux. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le plateau virtuel des pharmacies littéraires. Je suis Sophie Wiesenfeld, à l'origine de cette initiative. Nous avons lancé les pharmacies littéraires pour répondre à un besoin pendant le confinement, dans un but altruiste, pour créer un lien entre les uns et les autres. Quoi de plus beau que d'offrir un livre et aussi pour créer des liens avec les librairies. Les pharmacies littéraires sont une boîte à livres confectionnée chaque mois par un auteur différent que nous appelons le prescripteur, et qui vous recommande, dans une ordonnance littéraire, les livres qui l'ont marqué personnellement et professionnellement. C'est une remise au goût du jour des ordonnances de Françoise Sagan, qui avait l'habitude de prescrire à ses amis du Fitzgerald, du Tchekhov, du Proust, bien sûr, pour soigner un chagrin d'amour. Nous avons déjà eu l'immense honneur de recevoir sur ce plateau virtuel Amanda Sters, David Fokinos et Alexandre Jardin, et leurs premières ordonnances ont rencontré un franc succès. C'est au tour de notre quatrième prescriptrice, Sophie de Closé, d'être sur notre plateau virtuel de la pharmacie littéraire. Sophie, bonsoir et merci beaucoup d'être parmi nous ce soir et d'avoir accepté notre invitation. Vous avez rejoint Fayard en 2004 en tant qu'assistante d'édition et pendant 10 ans, vous avez gravi les échelons en devenant directrice littéraire en 2010, puis directrice éditoriale en 2013. Vous avez été propulsée patronne d'une des plus grandes maisons d'édition françaises à même pas 35 ans. Vous dirigez aujourd'hui 40 salariés et vous avez publié de très gros succès. En 2017, vous obtenez pour Fayard les droits des futurs livres de Michelle et Barack Obama qui seront publiés respectivement en 2018 et 2020. Au mur de votre bureau, dans lequel vous m'avez reçu il y a quelques temps, avec une énergie dont j'ai encore le souvenir très vif, on aperçoit, ça m'avait beaucoup marqué, la programmation de chez Fayard sous forme de post-it de toutes les couleurs, des publications de la rentrée et au-delà. Vous avez choisi pour nous 3 livres qui sont La colline que nous gravissons d'Amanda Gorman, Un cœur simple de Gustave Flaubert et 180 comptes à régler de Jacques Sternberg. J'aimerais que vous nous expliquiez votre choix et ensuite on discutera, on posera des questions sur aussi votre actualité en ce moment au sein de la Maison Fayard. Il y aura un Q&A. Donc les téléspectateurs, les auditeurs, n'hésitez pas à nous poser des questions à la fin en levant la main ou en les écrivant. Et je laisse donc la parole à ma très chère Sophie, ici présente sur ce plateau. Alors, le choix, il y avait quand même un petit peu de contraintes s'il fallait des livres de poche et donc des livres pas trop gros. Donc, du coup, après, c'est un choix qu'on fait, mais on pourrait en faire un autre le lendemain ou une demi-heure plus tard. C'est aussi la beauté de ces ordonnances. Je pense qu'elles reflètent l'humeur du moment où on les fait. Quand j'ai eu la prescription à faire, je venais de recevoir de chez l'imprimeur le livre d'Amanda Gorman, qui est en fait le poème qu'elle a lu le jour de l'investiture de Joseph Biden et qui a été je crois un éblouissement et une sorte de grand réconfort de la voir avec son manteau jaune comme ça déclamer ses vers devant le monde entier avec beaucoup de grâce et d'éloquence. Et donc du coup, je trouvais que voilà, c'était un joli poème et puis j'avais envie qu'il y ait de la poésie parce que je trouve qu'il y a une sorte de petite retour de flamme pour la poésie dans le monde anglo-saxon et en France qui me réjouit beaucoup. Et donc cette poétesse de 22 ans assez lumineuse, je trouvais que c'était un signe d'espoir dans les temps parfois obscurs et troublés qu'on traverse, une sorte de
un peu un rayon de soleil dans l'eau froide parfois du moment. Et puis Un cœur simple de Gustave Flaubert, c'est un livre c'est un des chefs-d'œuvre de Gustave Flaubert pour moi, qui est un de mes auteurs préférés. Et je trouve que c'est une histoire très brève qui se passe en Normandie et qui raconte le destin d'une servante au cœur fidèle qui s'appelle Félicité et à qui il n'arrive pas grand-chose. Et c'est un livre, je trouve, qui est en fait très généreux, très émouvant, très ténu dans son histoire, parce qu'on peut pas vraiment dire que c'est pas exactement un John Grisham, quoi. On n'est pas tenu en haleine à chaque page. Et pourtant, il y a une sorte d'humanité qui sort à la fin et de consolation, je trouve, à la fin de ce livre, que j'avais envie de partager. Et puis le dernier, parce que je trouvais que les 2 premiers choix étaient un peu convenus. Donc du coup, le dernier, un peu pour vous surprendre, c'est donc celui-ci, Les Contes à régler de Jacques Sternberg. Jacques Sternberg, c'est un auteur belge qui est mort en 2006, je crois, qui a écrit 1500 nouvelles et qui est un champion de la forme courte et qui fait un peu des nouvelles un peu grinçantes, pleines d'humour, et c'est un peu de la science-fiction, mais de la science-fiction un peu à la Borges ou à la Buzzati, quoi. C'est pas Asimov. Et c'est un livre qu'on m'a conseillé. Je connaissais pas du tout Jacques Sternberg il y a quelques années. J'avais envie de voilà, que mon fils lise des nouvelles et je savais pas quoi lui conseiller. Et j'ai un ami qui m'a dit, mais est-ce que tu connais ce livre-là? Mon fils l'a dévoré. Donc, du coup, c'était assez joyeux parce que je l'ai découvert en même temps que mon fils aîné. Et il nous a plu de la même manière, et à tel point qu'il y en a même, parfois ça fait 5 lignes ou 4 lignes ou 2 pages. Et il y a même 2 histoires qu'il avait tellement aimées qu'il les a appris par cœur. Donc, on les avait apprises par cœur pour les réciter en classe. Et donc, voilà. Donc, du coup, je trouvais que c'était un panorama qui pouvait correspondre à différents états d'esprit et états d'âme et d'humeur des gens qui recevraient la boîte. Ben, c'est exactement ça. Non, c'est vraiment un excellent choix. Et quel âge a votre fils Là, il a 14 ans. D'accord, donc c'est une belle lecture pour un jeune garçon. Ouais, jeune, 11, 12 ans, ça marche déjà. D'accord, ben, je vais le recommander alors aussi à mon fils. Ouais. Et alors, sinon, sur Amanda Gorman, est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé, comment vous avez réussi si rapidement à obtenir les droits d'édition et qu'est-ce qui vous a plu, comment, parce que vous avez été extrêmement rapide sur oui. C'est souvent une course de vitesse, ces histoires-là. Amanda Gorman, je l'ai vue comme tout le monde, je l'ai découverte comme tout le monde, je la connaissais pas. Je l'ai vue comme tout le monde devant ma télé en regardant l'investiture de Joseph Biden. Tout ça est très banal. Comme tout le monde, je pense, j'ai été extrêmement impressionnée par elle et j'ai eu très envie de la publier en langue française. Et donc, du coup, j'ai trouvé l'agent assez vite et j'ai envoyé un mail dans la nuit. Et j'ai eu très vite aussi dans la proposition qu'on a faite, il y avait aussi le fait de la faire traduire. Donc, c'était vraiment le lendemain de l'investiture, ça devait être le 22-23 janvier, par une artiste qui s'appelle Luz and the Yakuza, qui est une jeune femme de 23 ans, congo-rwandaise, qui a grandi en Belgique, qui a une énergie et une grâce folle et qui est artiste, compositrice, slameuse, que j'avais repérée aussi il y a longtemps et je savais qu'elle écrivait beaucoup. Et donc, du coup, je trouvais que c'était le perfect match. Voilà, il y a eu des enchères parce que j'étais évidemment pas la seule à être intéressée par Amanda Gorman en langue française. Donc, il y avait des enchères, mais le fait qu'on ait publié les Obama, le fait qu'on ait l'idée de la faire traduire par Luz, tout ça a fini par l'emporter. Et comment ça se passe alors, les enchères dans le milieu de l'édition? Eh ben, ça dépend un peu des livres, mais généralement, il y a des agents où vous faites une offre et c'est pas seulement un chiffre, quoi. C'est pas seulement le plus offrant. À la fois, évidemment, il faut proposer des conditions financières qui vous paraissent justes par rapport à votre envie et au risque que vous prenez, mais vous faites aussi une présentation de la maison, du catalogue, de comment vous voulez le publier, de quel type de positionnement, par qui vous voulez le faire traduire, pour la promotion, quelles idées vous avez de marketing. Et puis, il y a, même si on peut croire que tout ça est très cynique, comme souvent les offres se ressemblent beaucoup, c'est un peu comme les appartements. C'est un peu comme quand tu veux obtenir un appartement qui te plaît énormément. Généralement, le truc qui fait la différence entre 2 offres relativement similaires, c'est la love letter. C'est-à-dire l'enthousiasme et la conviction personnelle que tu mets en expliquant pourquoi ça t'a touché, pourquoi tu penses que ça peut toucher des lecteurs francophones et quelle énergie tu vas mettre pour essayer de diffuser cet enthousiasme, quoi.
Mais là, je trouve que vous avez fait quelque chose de remarquable parce que je me souviens que j'avais moi aussi été bouleversée, très émue à la vue de ce discours. Et je crois même que je me souviens très bien je m'étais dit que ça allait peut-être complètement pouvoir donner un coup de boost à la poésie en France. Ouais. Et je me suis dit, il faut absolument que ces poèmes soient traduits en France et partout, etc. Et vous avez réalisé ce souhait tellement rapidement, c'était assez impressionnant quand j'ai su que vous allez être la maison d'édition qui publierait. Donc ces poèmes, ça sera en français et en anglais. Hein. Alors celui-là, on a fait une édition bilingue. Ça, c'est super. Ouais, parce que en plus c'est un anglais qui, je pense, est compréhensible là aussi pour des adolescents, parce que ce qu'il y a de formidable avec Gorman, évidemment, je mets de côté ce qui va de soi, c'est-à-dire le message d'espoir politique qu'elle a porté et de réconciliation d'une société et d'une démocratie américaine qui était très abîmée après le mandat de Donald Trump. Donc ça, évidemment, ça jouait beaucoup. Mais au-delà de ça, d'un point de vue plus éditorial ou littéraire, en effet, il y a un renouveau de la poésie et si vous voulez, pour prendre un peu de recul, moi, ça m'a toujours étonné que mon père me dise que quand il était jeune homme ou jeune garçon, qu'il avait 16-17 ans, ils attendaient avec leurs amis la sortie d'un recueil de Prévert ou d'un recueil d'Aragon, comme si c'était la sortie de GTA V pour les adolescents d'aujourd'hui, quoi. Et avec vraiment une sorte de passion, ils étaient fans, ils les apprenaient par cœur. Enfin, c'était vraiment le genre littéraire qui était le plus vibrant et séduisant pour sa génération. Alors, il est né en 1933, hein, c'était vraiment, je parle des années 50, et ça m'a toujours paru étonnant de voir à quel point la poésie s'est décalée sans doute vers la chanson et vers une tradition de chansons françaises, d'abord des poèmes qui ont été mis en musique et puis après des auteurs de paroles qui ont écrit des véritables poèmes et qui sont d'ailleurs étudiés, que ce soit Ferré, Gainsbourg ou plein d'autres, mais que malgré tout, le genre en lui-même du livre ou du recueil de poésie s'était un peu éteint, était resté chez des éditeurs relativement confidentiels, à l'exception de la collection de poésie de Gallimard, qui est vraiment formidable. Et en fait, avec l'arrivée des réseaux sociaux, je me suis dit que vraiment, bizarrement, le réseau social, c'était fait pour la poésie, en fait. C'était fait pour partager la poésie et pour partager, au lieu de partager des quotes de self-help dont l'aspiration, moi, me paraît parfois relativement vaine, quoi. En tout cas, partager de la poésie par les réseaux sociaux, c'était une forme brève. Ça pouvait être de l'oralité, ça pouvait se partager et ça pouvait donner du réconfort. Et donc, du coup, je me suis réjouie de voir aux États-Unis, en Angleterre, dans le monde anglo-saxon, en tout cas, un sort de renouveau. C'est pas encore super mainstream, mais de la poésie avec des poétesses qui sont très lues, avec des diseuses de poèmes, avec des gens où tu peux payer quelqu'un qui va dire un poème à quelqu'un de ton choix. Et ça commence à arriver en France. Par exemple, Cécile Coulon, qui est une jeune romancière, elle a écrit des poèmes et elle a une collection de poésie. Enfin, ça commence à être un genre qui renaît. Et Amanda Gorman, pour moi, c'était en effet, comme vous le dites, l'accélérateur de ce renouveau que je trouve extrêmement sympathique. Pour une fois qu'il y a un truc des réseaux sociaux où des gens de notre génération peuvent se dire ça, c'est chouette, c'est quand même assez réjouissant. Et de fait, elle est apparue comme une sorte d'icône. Et d'ailleurs, la couverture, on a repris la couverture anglaise, mais parce que c'est déjà ça qu'on voulait faire. Le turban, les gestes de la main, la pose qu'elle avait, sa grâce, le manteau jaune, tout ça, c'était tout de suite une posture et une image qui était iconique, quoi. Enfin, en tout cas, qui pouvait devenir une sorte d'icône pop. Et je trouvais que voir apparaître une forme d'icône pop, et d'ailleurs, elle a fait la une de Time Magazine, interviewée par Michelle Obama. Elle a des contrats. Je sais pas ce qu'elle veut faire de sa vie. Ouais, Nike, présidente, mais ouais. Super Bowl. Exactement. Et le Super Bowl, etc. Et donc, voir une poétesse de 22 ans, jeune, noire, femme, toute frêle, qui devient une sorte d'icône pop, ça, c'est le génie des États-Unis quand même, d'arriver à créer des marques mondiales, mais à partir même d'une poétesse. Et donc, je trouvais que ce génie du marketing mainstream et global qui était au service de la poésie, c'était finalement relativement réjouissant. Alors moi, je partage totalement votre avis, mais est-ce que vous pensez que les Français, la France, on pourrait nous aussi avoir une Amanda Gorman, par exemple? Ça serait intéressant aussi ça serait extraordinaire aussi. Oui, je pense qu'elle peut créer des vocations. Je pense que elle peut montrer peut-être à des jeunes femmes ou des jeunes gens
qui ont ce talent de l'oralité, du spoken word, comme disent les Américains, et qui veulent écrire, que ils peuvent aussi ne pas mettre en musique leurs poèmes. Et qu'il y a peut-être une voie de diffusion de ce qu'ils écrivent qui n'est pas d'abord de le mettre en musique. Mais on verra. Mais je suis sûre en tout cas que ça a rendu la poésie pop, hype et glamour, et on peut que s'en réjouir. Exactement. Mais c'est vrai ce que vous dites sur aussi le rôle des réseaux sociaux qui, pour une fois, peut aller dans un sens assez positif, notamment les tweets là, de 120 ou 240 caractères, je ne sais plus, qui sont finalement des formats très courts et qui sont des formats de poésie. En fait, quand on lit du Paul Éluard, etc., c'est souvent des tout petits poèmes. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Ça peut être vraiment un moyen parfait pour véhiculer et transmettre de la poésie. Donc, c'est vrai que c'est extrêmement réjouissant. Et quand moi aussi, je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, bon, finalement, c'est pas si dramatique ce que nous vivons avec les réseaux sociaux pour nous et pour nos enfants. Peut-être que c'est pas forcément que pour le pire, quoi. Voilà, c'est peut-être pas. Et d'où vous vient alors cette affinité avec le monde anglo-saxon, américain, etc.? Parce que j'aime bien la langue anglaise, que j'ai beaucoup lu, que j'y ai passé un peu de temps, que j'y ai des amis, et que voilà, et que donc une chose en entraînant une autre, je suis allée assez souvent à New York, qui est vraiment la capitale de l'édition aux États-Unis. Et puis je lis bien l'anglais, je le parle bien, et en fait ça paraît pour vous qui êtes bilingue absurde, mais en fait c'est pas une compétence qui est encore universellement partagée dans l'édition française. Donc en fait c'est bizarrement un petit avantage comparatif. Et alors justement j'ai des questions qui viennent, donc je vais commencer aussi à les poser. Ah ben, on a le King's College qui nous rejoint. Bonjour aux élèves du King's College. Ouais. Merci de nous rejoindre. Est-ce que vous pensez justement qu'on va pouvoir... le milieu d'édition, est-ce qu'il peut être dépoussiéré par ce genre d'initiative, ce genre de situation que l'édition de poèmes comme ceux d'Amanda Gorman? Parce qu'on a vraiment le sentiment, en tout cas de loin, que le milieu de l'édition est extrêmement fermé, que personne ne peut accéder à ce milieu s'il n'est pas normalien, personne ne peut écrire s'il ne vient pas d'un tel milieu. Il y a quand même un sentiment de stress. D'entre-soi. D'entre-soi, que je trouve un peu triste. Je suis d'accord. Alors, il y a deux choses. Je pense que il y a d'abord les auteurs et les textes. Et ça, on voit quand même de plus en plus de collections d'éditeurs jeunes, de gens qui cherchent des textes différents. Il y a par exemple La Grenade chez Lattès, qui est un label qui s'est monté avec un auteur qui s'appelle Maher Guven, qui publie des nouvelles voix. Il y a cette collection de poésie de Cécile Coulon. Enfin, il y a pas mal d'initiatives qui montrent qu'il y a quand même une recherche très forte de renouveau et de voix issus de partout, quoi, des jeunes, des vieux, des gens de toute origine, de toute classe sociale, parce que vraiment l'écriture c'est pas réservé Dieu merci à une élite, c'est même au contraire ce qui permet normalement de partager l'écrit et la lecture, de voyager, de vivre d'autres vies, de voyager et de normalement voyager aussi socialement. Et puis, c'est vrai, vous avez raison, il y a un recrutement dans l'édition qui fait que l'édition française, comme l'édition dans la plupart des grands pays, et même si c'est en train de changer plus vite que chez nous, dans les pays anglo-saxons, c'est encore beaucoup il y a encore beaucoup et c'est pourquoi pas, de patrons à la tête de maison, même si ça commence à changer depuis quelques années, et beaucoup de femmes en dessous et de femmes très éduquées et plutôt blanches. Je pense pas que ça s'explique d'abord et avant tout par des préjugés à l'embauche. Je pense que ça s'explique pour des raisons d'abord socio-économiques assez claires, qui est que pour travailler dans l'édition, déjà l'édition en France, ça se passe à Paris, 90%. C'est une ville qui est très chère. C'est des métiers qui nécessitent d'avoir une culture littéraire et une culture et un ethos social un peu, enfin, qui sont des attributs plus facilement trouvables dans les classes favorisées, où on met des livres dans les mains des enfants très tôt. Ils ont plus de chance et plus d'accès à la culture, et c'est plus valorisé et plus facile, en tout cas pour eux. C'est généralement des métiers pour lesquels, pour avoir son premier job, faut avoir 5 ans d'études supérieures ou 6 ans d'études supérieures en lettres, en sciences humaines. Donc déjà, ça discrimine beaucoup socialement et même en termes de genre. Et puis après, une fois que vous avez fait tout ça, comme c'est pas un secteur qui est en pleine croissance, c'est un secteur où du coup, vous commencez par faire des stages et puis des CDD et puis des trucs comme ça. Et donc ensuite,
Vous avez votre premier job à 26-27 ans et là, on peut pas vraiment dire que vous ayez un salaire qui vous permet de vivre paisiblement et à la hauteur de l'investissement que vous avez fait dans vos études à Paris. Donc, du coup, ces conditions socio-économiques-là, elles favorisent une endogamie de classe. Et je pense en effet qu'un des défis que l'édition en France, mais comme partout, on a à se confronter à ce défi-là dans les années qui viennent, c'est en effet trouver un moyen d'accélérer les choses pour accueillir des gens plus divers. Et pas seulement pour des raisons morales, évidemment pour des raisons morales, mais pas seulement, ou politiques, mais même pour des raisons juste cyniquement de business. Enfin, c'est pas pour ça que j'y suis sensible. Mais ce que je veux dire, c'est que on est dans une économie de l'offre où on invente des livres qui nous plaisent d'abord à nous et qu'on essaye de trouver le plus de lecteurs possible. Si on ressemble pas, nous, à l'ensemble de la société, forcément, on va aller moins chercher des lecteurs qui ressemblent à l'ensemble de la société. Oui, donc quels sont les moyens que vous allez mettre en place pour essayer de faire ça, enfin vous et l'ensemble du milieu de l'édition? Alors, l'ensemble du milieu de l'édition, je me garderais bien de parler pour l'ensemble du milieu de l'édition parce que ce serait très prétentieux et ça n'aurait pas de sens. En tout cas, on essaye de trouver plein de moyens de diversifier les modes de recrutement. Après, c'est forcément lent parce que de fait, c'est pas comme si on n'est pas une start-up où on n'embauche pas 50 personnes par an, hein. On est 40, les gens, ils sont plutôt bien, ils restent longtemps et c'est super d'ailleurs parce que c'est hyper précieux d'avoir une équipe soudée et solide. Mais au fur et à mesure, on essaye en tout cas, de voir et de faire connaître les métiers d'édition par différentes actions au plus grand nombre possible. Et d'ailleurs, Amanda Gorman a lancé cette charité qui s'appelle One Pen, One Book, One Pen, que je trouve assez remarquable. Ouais. Qu'elle avait lancé déjà avant d'être connue. Avant d'être connue, ouais. Ouais. Encourager les gens à écrire. Moi, je pense qu'en tout cas, je vous souhaite un très grand succès pour cette édition, mais je suis sûre que ça va être le début d'un renouveau, d'un changement, dans quelque chose et que la maison d'édition Fayard que vous dirigez incarne complètement, en fait. Bah, j'espère, mais... Non, vraiment. Alors justement, on a des questions qui arrivent, parce que là, on a presque fait la moitié du temps sur le livre que vous allez sortir bientôt, là, le 2 juin. Historiciser le mal. Voilà. Donc, qui est au cœur d'une grande actualité qui touche la maison Fayard. Et c'était donc une réédition critique que vous allez nous expliquer de Mein Kampf. Et c'est un projet que je trouve personnellement très ambitieux pour les sciences humaines, mais surtout indispensable pour notre histoire et notre devenir. Et en tant que petite fille de rescapée de Auschwitz, je suis très sensible à ce genre de projet que j'estime absolument nécessaire afin de lutter contre l'obscurantisme, le complotisme et la montée des populismes. Mais alors, expliquez-nous en fait l'ensemble de cette idée, de ce projet. Je vous explique. Oui. D'abord, je vous le montre parce que pour le coup, il ne tient pas dans la boîte de la pharmacie littéraire. Ah oui. Non, on fera des éditions spéciales. Ah oui. Voilà. Il pèse, c'est un grand format. Il pèse 4 kilos, il fait 1000 pages. Et en fait, ce livre, donc les auteurs, c'est Florent Braillard, qui est directeur de recherche au CNRS, et historien, Andreas Wirsching, qui est directeur de l'Institut d'histoire du temps présent de Munich. Le titre, c'est Historiciser le mal. Le sous-titre, une édition critique de Mein Kampf. Voilà, et avec une couverture très sobre. Évidemment, il n'y a pas le nom d'Hitler dessus. Et en fait, c'est un livre qui en contient 3. C'est-à-dire que c'est d'abord une nouvelle traduction du livre d'Hitler, et j'y reviendrai, c'était important qu'il y en ait une nouvelle. Ensuite, cette traduction, elle est bordée et encadrée par un appareil de plus de 3000 notes qui contextualisent le texte, et ces notes, elles sont comme un bouclier ou une rambarde autour du texte. C'est-à-dire que je vais vous montrer, vous allez vite voir. Hop, je ne sais pas si vous voyez, mais... Ah oui, très impressionnant. Donc voilà, donc ça c'est le texte d'Hitler et ça c'est l'appareil de notes. Et sur chaque page, en fait, vous avez le poison et l'antidote sur la même page. C'est-à-dire vous êtes jamais, l'idée c'était de jamais évidemment laisser le lecteur seul face à cette source et à chaque fois de pouvoir avoir toutes les notes et toutes les informations, tous les mensonges, tout le contexte, toutes les analyses pour pouvoir démonter et déconstruire ce texte. Et puis donc il y a la traduction, les notes et le troisième ensemble, c'est les introductions, puisqu'il y a une très longue introduction générale. Et ensuite, il y a une introduction pour chacun des chapitres de Mein Kampf. Il y a 27 chapitres, donc 27 introductions. Et en fait, les introductions et les notes, c'est autant, enfin, il y a 3 composantes de même taille. Donc, en fait, il y a 2 fois plus de textes écrits par les historiens que de textes d'Hitler.
Donc le texte, la traduction d'Hitler dans Historiciser le mal ne correspond qu'à 30% du volume. Alors pourquoi est-ce qu'on s'est lancé dans ce projet qui a pris 10 ans? Parce qu'en fait, 10 ans. C'est mon prédécesseur Olivier Nora qui l'avait lancé, qui avait lancé la traduction. En fait, l'idée, c'était de répondre à une situation qui n'était pas acceptable. Cette situation en France, quelle est-elle? Contrairement à ce qu'on pense, le livre d'Hitler, il n'est pas du tout interdit en France, il l'a jamais été. Il existe depuis 1934 une traduction qui est publiée par un éditeur d'extrême droite et il s'en vend chaque année en France à peu près 5000 exemplaires. Et donc, depuis 2003, ils en ont vendu près de 80 000 exemplaires. Et puis, à partir des années 90-2000, il y a eu des sites Internet qui, en un clic et gratuitement, proposent un accès sans évidemment d'appareil critique, comme l'édition des nouvelles éditions latines, cet éditeur, de Mein Kampf sur Internet, extrêmement facilement accessible. Et puis, troisième élément de contexte qui rendait vraiment la situation urgente, enfin compliquée, c'est qu'à partir du 1er janvier 2016, Mein Kampf est tombé dans le domaine public. Parce que c'est vraiment un livre hors norme à bien des égards, et j'y reviendrai, mais surtout, mais malgré tout, il tombe sous le coup de la loi européenne qui fait que le copyright tombe 70 ans après la mort de l'auteur. Donc, 1er janvier 2016, les droits qui étaient depuis la fin de la guerre au Land de Bavière sont tombés. Et donc, à partir de cette date, n'importe qui peut republier ce texte n'importe comment. Et d'ailleurs, la première personne qui l'a fait en France, c'est un activiste d'extrême droite qui s'appelle Alain Soral, qui a refait une version de Mein Kampf sans appareil critique. Alors, je précise juste que les versions papier qui existent, il y a 8 pages d'avertissement historique avant le texte, 8 pages. Nous, l'équivalent, si on l'avait publié en taille normale, ce serait 3000 pages, 3500 pages. Mais ces 8 pages, ça a été un succès à la fin des années 70, à un moment où l'extrême droite commençait à relever la tête et où il y avait une prise de conscience de ce qui s'était passé pendant la guerre et où Serge Klarsfeld avait lancé un procès avec une association de lutte contre l'antisémitisme pour imposer et encadrer la diffusion de Mein Kampf. Et en fait, c'est par voie de justice que les éditeurs d'extrême droite qui publiaient Mein Kampf ont été obligés d'avoir ces 8 pages d'avertissement. Donc, à la fin des années 70, ces 8 pages, c'était une grosse victoire. Évidemment, en 2020 ou en 2021, c'est extrêmement insuffisant parce que ce texte, c'est une source historique pour comprendre l'histoire du XXe siècle, pour comprendre la vision du monde d'Hitler, parce que le livre Mein Kampf qu'il a écrit quand il était en prison après son putsch de 23, c'est à la fois une autobiographie complètement arrangée où il raconte sa vie, c'est l'histoire arrangée aussi du parti nazi, mais c'est aussi un programme et une vision du monde antisémite, raciste, belliciste. Il écrit sur à peu près tout et n'importe quoi. Hitler lui-même a dit dans les années 30 à un de ses amis que s'il avait su qu'il allait devenir chancelier, il n'aurait jamais écrit ce livre. Parce que normalement, les dictateurs n'annoncent pas la couleur et n'annoncent pas ce qu'ils vont faire avant. Et là, il annonce quand même beaucoup de choses. Et d'ailleurs, beaucoup de résistants et d'associations juives pendant l'entre-deux-guerres encourageaient les gens à lire Mein Kampf. Et on l'a pas pris assez au sérieux, ce livre. Et je pense, moi, qu'il faut toujours prendre les démagogues au sérieux et toujours lutter contre leurs mensonges et leurs manipulations. Et donc, l'idée, c'était de se dire, OK, ce texte, c'est une source. Or, cette source, non seulement il n'y a pas d'analyse critique, mais en plus, le texte qui circule en français, la traduction de 34, c'est une traduction qui est fautive et qui est complètement erronée. Pourquoi? Parce que quand, vous me dites si je suis trop longue. Hein, non, c'est passionnant. C'est quand, en 1934, ce texte a été publié donc par cet éditeur d'extrême droite, le but, c'était quoi? C'était un document d'actualité dont la traduction était vouée à plaire aux bourgeois anti-allemands et antisémites de l'époque. Et donc, du coup, les deux traducteurs ont eu à cœur de rendre le texte d'Hitler beaucoup plus lisible et agréable à lire et littéraire qu'il ne l'est en vrai. Donc, ils ont beaucoup amélioré ce texte qui, en vrai, est assez lisible parce que Hitler était sans doute convaincant à l'oral, mais c'était un autodidacte qui est extrêmement mauvais écrivain et c'est extrêmement difficile à lire. Donc, du coup, même cette source, pour que les historiens l'étudient en français, les historiens, en tout cas, qui ne sont pas bilingues en allemand, ça n'existait pas en français. Et en plus, il n'y avait pas d'édition critique autour. Donc, du coup, le premier travail qui a pris beaucoup de temps, ça a été pour Olivier Manoni, le traducteur, de le retraduire et ensuite de passer plus de 2 ans avec une équipe d'historiens qu'on a mis en place, d'une dizaine d'historiens, pour réviser sa traduction, pour la rendre aussi illisible que l'édition allemande. C'est-à-dire que l'idée, c'était que l'expérience de lecture pour un lecteur français soit la même que pour un lecteur allemand.
Donc, de faire l'inverse de ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire on enlève les répétitions, on enlève les adverbes, on simplifie. Et là, de faire exactement l'inverse. Et puis, deuxième chose, en fait, les premiers qui ont fait une édition critique après la tombée du copyright, ça a été les Allemands. Et donc, l'Institut d'histoire du temps présent de Munich, qui est un institut d'histoire public extrêmement réputé, dirigé donc par Andreas Wirsching, qui ont publié dès janvier 2016 une édition critique de Mein Kampf, qui restera pour les germanistes et les germanophones une édition de référence, qui est elle-même le résultat de 6 ans de travail d'une équipe d'historiens qui ont été payés par cet institut pour faire ce travail d'analyse critique de Mein Kampf. Et donc, il n'était pas question pour nous, quand on a repris la maison et qu'avec Sophie Hogg, qui était l'éditrice du projet, Manoni a repris sa traduction, on a rencontré Florent Braillard, qui est un historien absolument extraordinaire, qui avait la vision qu'il fallait et l'obstination et la compétence et l'éthique et le sérieux pour mener à bien ce projet avec nous. Et évidemment, il n'était pas question que les historiens français refassent le travail que les historiens allemands avaient fait. L'idée, c'était d'être des nains sur les épaules des Allemands, si vous voulez. Et donc, on a noué un partenariat avec l'Institut de Munich et on est les seuls au monde avec lesquels, en raison de notre sérieux, ils ont accepté de nouer ce partenariat, qui fait que notre édition, c'est une traduction, une adaptation et une prolongation de l'édition allemande. Donc, en fait, l'équipe d'historiens, et donc il y a une douzaine d'historiens qui ont travaillé pendant 5 ans sur ce projet, une fois que la traduction avait été revue, comme je vous l'ai raconté, ils ont regardé chacune des 2872 notes de l'édition allemande pour voir celles qu'il fallait couper, celles qui étaient sur des points de manuscrits, celles qu'il fallait rajouter, celles qu'il fallait faire. Ensuite, il fallait trouver une référence bibliographique sur chacune des informations de ces notes, mais une référence bibliographique en français ou en anglais. Et puis ensuite, ils ont conçu les introductions de chapitres et les introductions générales qui sont une singularité de notre édition par rapport à l'édition allemande où il n'y a pas d'introduction pour chacun des chapitres. Et donc, du coup, tout ça a pris extrêmement longtemps, enfin, a pris 6 ans d'un travail acharné de tous ces historiens. Et ensuite, on a réfléchi beaucoup à agir en responsabilité pour publier ce livre. Parce que beaucoup de gens s'étaient émus en entendant dire une sorte de fake news que Fayard refaisait Mein Kampf, et on les comprend très bien. Parce que Fayard refait Mein Kampf, moi aussi, j'aurais été scandalisée si j'avais cru que c'était vrai et que c'était ça qu'on faisait, alors que, comme je vous l'ai expliqué, c'est un livre d'histoire qui est nécessaire et qui contient cette source pour la démonter. Et donc, du coup, on est allé voir beaucoup d'associations, d'institutions, de politiques, de gens, et on les a beaucoup écoutés. Et on a mis en place un dispositif assez inédit pour ce livre, consistant à plusieurs choses. La première, et ça, c'était dès le premier jour de ce projet, c'était principiel, c'était qu'il n'était hors de question que ce soit une histoire d'argent, une opération lucrative ou commerciale, et que donc jamais Fayard ne gagnerait le moindre centime sur ce livre. Donc, on a signé, grâce à Serge Klarsfeld, encore une fois, une convention avec la fondation Auschwitz-Birkenau, qui est une fondation polonaise qui est chargée de la préservation des sites des camps d'extermination et de concentration d'Auschwitz et ainsi que du musée d'Auschwitz. Et donc, cette fondation va toucher des droits au premier exemplaire vendu et la totalité des éventuels bénéfices qui pourraient être issus de la vente de ce livre. Ça, c'était la première chose. La deuxième, c'était que ce livre, donc vous voyez le travail qu'il a pris et encore une fois le volume considérable qu'il représente. Donc, il est en vente au prix de 100 €, ce qui est assez cher en soi. Et donc, on pense que ce livre, il est destiné avant tout aux professeurs, aux enseignants, aux étudiants, aux chercheurs, aux passionnés d'histoire. Et donc, sa place, elle est d'abord sans doute en bibliothèque et notamment bibliothèque de recherche. Mais on ne voulait pas que son prix élevé soit un frein au partage du savoir. Et donc, du coup, on a proposé aux bibliothèques qui le souhaitent de nous faire une demande et on leur envoie gratuitement un exemplaire. On a déjà eu plus d'une centaine de bibliothèques depuis une semaine où on l'a fait savoir, qui nous ont demandé avec beaucoup d'enthousiasme ce livre pour pouvoir le mettre à consultation des étudiants. Et puis, troisième chose, on ne voulait pas, évidemment, comme Fayard, une maison d'édition privée et que, comme vous l'avez gentiment rappelé, on a l'habitude de faire des gros succès. Évidemment, beaucoup de gens étaient inquiets à l'idée qu'on n'arrive pas à se réfréner et à pousser d'un point de vue commercial ce livre. Ce qu'on pouvait entendre, même s'il n'a jamais été question, encore une fois, de faire un coup commercial ou un coup d'aucune sorte. Et donc, du coup, ce livre, à partir de mercredi prochain, il est disponible chez les libraires sur commande. C'est-à-dire que vous ne le verrez pas en pile, vous ne le verrez pas en vitrine, mais si vous allez chez votre libraire et que vous lui demandez, vous l'avez le lendemain, quoi. Vous l'avez, s'il en reste, voilà, vous l'avez en lendemain. Donc, il ne sera pas en supermarché, il sera
C'est un dispositif commercial raisonné pour éviter qu'il y ait une circulation dans l'espace public qui puisse heurter des gens ou qui puisse ne pas être comprise. D'autant plus qu'on pense que le libraire, il est en première ligne. Et en France, on a un réseau de libraires absolument formidable, très prescripteur. Et c'est vraiment des acteurs et des partenaires avec lesquels on travaille très bien. Et donc, on voulait qu'il soit au cœur de la diffusion de ce livre pour l'accompagner. Et donc, ça va être les librairies, en fait, qui vont jouer un rôle très important. Ouais, bien sûr. Très important. C'est pour ça que on a beaucoup discuté avec les libraires, les représentants de toutes les chaînes de librairies, des libraires en ligne, etc., pour justement trouver, les informer de notre démarche, évidemment leur faire comprendre pourquoi il était essentiel pour nous de, en tant qu'éditeur, diffuser le résultat du travail des historiens, parce que en effet, on pense que c'est la meilleure arme pour lutter contre les idéologies les plus criminelles, contre l'obscurantisme et contre le complotisme. Donc voilà. Et donc l'accueil en France, alors, a été, à part les fake news, ça a été quoi alors? L'accueil en France, en fait, l'accueil en France, en 2011, quand Olivier Nora a l'idée de ce projet et qu'il est annoncé, ça pose pas de problème. En 2015, quand on dit qu'on le reprend pour plein de raisons, on dit juste qu'on le reprend. Et en 2015, au moment où on dit ça, on s'attend pas du tout à ce que ça provoque le moindre débat, puisque cette information, elle était connue, que Fayard avait ce projet en cours. Et surtout, on était en train de reconstituer l'équipe d'historiens et tout le dispositif, parce qu'il y avait eu des changements chez Fayard et ça s'était un peu délité. Et donc, du coup, quand on a annoncé ça, en pensant que c'était une non-information, ça a enflammé un peu la toile avec cette fake news qui a été reprise par des politiques. Mon Dieu, on refait Mein Kampf, etc. Et donc, nous, on n'a rien dit parce que juste, on avait besoin de garantir à tous les chercheurs un peu de sérénité et qu'on voulait faire d'abord les choses le mieux possible et puis ensuite présenter le résultat de notre travail. Et donc, le résultat de ce travail, on l'a commencé à le présenter dans une conférence de présentation la semaine dernière. Et il y a eu une journée d'études hier au Mémorial de la Shoah qui était incroyable mais c'était super intelligent et intéressant. Enfin, moi, j'ai quasiment pas parlé, donc c'est pas un exercice d'immodestie, mais c'était 8 heures avec des spécialistes du monde entier qui sont venus et toute l'équipe scientifique présenter ce travail et en discuter. C'était vraiment génial. Et manifestement, c'est assez bien reçu, ce que je trouve assez réjouissant parce que ça prouve quand même qu'il y a encore de la place dans la sphère des médias ou de la conversation générale pour un peu de complexité, parce que là, je voulais raconter un peu dans le détail, mais même si on veut faire court, on peut pas expliquer ce projet en 140 signes, justement. Et donc, du coup, il y a un moment où, de fait, plein de gens nous disaient, mais ce que vous faites est formidable, bien sûr, c'est indispensable, la diffusion de l'histoire pour comprendre le passé, s'orienter dans l'avenir, tout ça, on l'a bien clair. Mais vous vous rendez pas compte, aujourd'hui, c'est plus possible. Les réseaux sociaux, les fake news, les chaînes d'infos en continu, la brutalité du débat public fait que vous n'aurez pas les conditions pour expliquer tout ça et faire en sorte que ce soit entendu et ensuite discuter. Enfin, qu'on discute du travail d'historien, c'est normal, tu vois, c'est fait pour ça. Mais en tout cas, votre projet ne pourra pas être compris. Et donc, du coup, je suis assez rassurée, en fait, de voir après 10 jours que manifestement, les raisons pour lesquelles on le fait, la manière dont on l'a fait et le résultat de ce travail a l'air d'être à peu près passé dans les médias. Bah oui, c'est un projet ambitieux et essentiel et surtout exceptionnel. Et donc, vous êtes les seuls à avoir fait cette Alors, il y a un mouvement. Dans le monde, Alors non, dans le monde, il y a un mouvement international d'édition critique de Mein Kampf. Donc le premier, c'est les Allemands. Il y a une édition en critique qui est sortie déjà aux Pays-Bas, une en Italie et une en Pologne. Mais c'est des équipes qui ont travaillé sans l'IFETSET, sans l'Institut munichois, et en fait, j'ai pas vu le résultat de leur travail. Et je sais qu'il y a d'autres langues où c'est en cours. D'accord. Et en fait, ça serait passionnant ça n'a rien à voir avec le sujet de la pharmacie littéraire, mais d'essayer d'organiser un événement à Londres sur ça, en présence des équipes historiens, etc. Ça serait vraiment, en tout cas, ils sont vraiment hyper. C'est passionnant, vraiment. Si vous voulez entrer dans le détail de ça, la journée d'études au Mémorial, elle est sur YouTube, et la conférence de présentation qu'on avait faite, dans laquelle il y a les 2 directeurs d'ouvrage, le traducteur Serge Klarsfeld et moi, et sur le site de Fayard. Et c'est assez, je trouve que c'est assez intéressant. Non, c'est remarquable. C'est vraiment une idée exceptionnelle. Mais alors, en tout cas, l'ensemble des questions, il y en avait beaucoup qui étaient ça, donc j'ai résumé les questions. Donc ça venait des étudiants de King's College. Nous avons l'impression que la France est plus portée vers le passé et le charme de la nostalgie
que par l'avenir et les jeunes générations. Êtes-vous Ah d'accord oui, avec je la vois. C'est un peu compliqué de dire l'inverse après une année de Covid où on a quand même beaucoup sacrifié les jeunes, quoi. On a publié un livre chez Fayard d'un jeune type brillant de 22 ans qui s'appelle Génération fracassée. Et de fait, c'est vrai que là, c'est un tout petit peu compliqué de plaider que c'est vraiment un pays qui a tout fait depuis un an pour mettre la jeunesse au cœur de tout, quoi. C'est-à-dire que la situation, à cause de la crise sanitaire et de la manière dont elle a été gérée, fait qu'il y a 1 million d'étudiants en France qui ont dû abandonner leurs études. Et ça, c'est une catastrophe absolue parce que ça met en péril l'avenir de notre pays. Et c'est vraiment assez grave. Après, je pense que c'est comme toutes les sociétés occidentales un peu vieillissantes, le pouvoir est plutôt encore aux boomers pour quelques années, mais que malgré tout, il y a quand même des gens et des talents jeunes qui émergent. En tout cas, nous, on les cherche activement. Et en littérature, j'ai envie de dire qu'il y a quand même en littérature, il y a quand même chaque année, en tout cas en France, une vraie attention et un vrai désir de trouver des nouvelles voies et des nouveaux romans. C'est-à-dire les premiers romans ont une attention dans les médias en France beaucoup plus forte. Le problème, c'est le deuxième ou le troisième roman. S'ils sont pas terribles, là, c'est compliqué. Mais il y a une vraie, chaque année, tous les journalistes essayent de savoir qui sont les nouveaux romanciers et généralement, c'est plutôt des jeunes gens. On en a publié un à la rentrée dernière d'une jeune fille qui a 18 ans. On essaye chaque année d'avoir des jeunes auteurs et de leur donner leur chance pour leur premier livre en littérature ou en sciences humaines ou en essai. D'accord. Bon, ça c'est intéressant de savoir qu'il va y avoir un renouveau et que finalement on va finalement prendre l'exemple des pays anglo-saxons qui effectivement, comme on la voit aux États-Unis, où il y a vraiment la poésie, même avant Amanda Gorman, quand même, la poésie est moins ringarde et obsolète que la poésie en France. Alors qu'en France, c'était comme votre papa, vous attendez le dernier Aragon et Paul Éluard avec une joie d'extatique presque. Mais ça serait mon rêve que ça reprenne comme ça grâce aux réseaux sociaux et grâce à des maisons d'édition aussi enthousiastes et actives que la vôtre. Alors, ça va bientôt toucher à notre fin, le webinaire, parce que malheureusement, on est chronométré par des robots et ça s'arrête automatiquement sans préavis. Donc là, je ne sais jamais si c'est 45 minutes ou 1 heure. Normalement, c'est censé être 1 heure. Mais sinon, pour parler d'autre chose par rapport à la pharmacie littéraire, votre prescription gourmande, alors, parce que vous savez qu'on a été chercher des thés dans votre boutique préférée. C'est trop gentil. Et donc, maintenant, les auditeurs et les acheteurs vont se remettre dans les conditions de Sophie de Closet pour lire vos livres. Donc, vous voyez, je bois du thé toute la journée. Je pense que c'est bien le thé parce que c'est bien quand c'est chaud, c'est bien quand c'est tiède, c'est bien quand c'est froid. Donc, même quand il refroidit et qu'on lit le livre, la température du thé vous permet de savoir depuis combien de temps vous lisez. Donc, je pense que c'est un bon compagnon de lecture, le thé. Oui. Les intellectuels boivent tous du thé, j'ai remarqué. Vraiment, là, il n'y a pas une personne qui nous a recommandé un café ou un chocolat, quoi. C'est que du thé et toujours. C'est un bon compagnon de lecture, le thé, vraiment. C'est mieux. Le café froid, c'est vraiment pas possible. Alors que le thé tiède ou le thé froid, c'est pas mal. Donc, si tu es pris dans un chapitre et que tu as oublié ton thé et que tu sors la tête et il a opportunément refroidi, c'est un cadeau de la lecture, tu vois. Tu n'as pas eu à attendre. Alors que ton café, quand tu lèves la tête de ton livre et que tu as du café froid, c'est juste la déprime. Donc, je pense que ça explique le succès du thé comme compagnon de lecture. J'avais jamais pensé à ça, mais c'est très intéressant. Effectivement, c'est la raison, finalement. Peut-être. En tout cas, c'est la mienne. Oui, c'est une bonne idée, une bonne justification. Mais alors, vous direz, vous direz à ce magasin-là qu'on a donc acheté l'été. Du Gan Maïcha. Exactement, c'était très sympa comme aventure. Moi, c'est trop gentil. Aller parce que j'habitais loin, mais j'ai dû envoyer des gens. Voilà là. J'adore parce que dans chaque pharmacie littéraire, il y a toujours quelque chose de très intéressant, de très drôle qui nous fait découvrir des nouveaux artisans ou des nouvelles choses. C'est toujours toute une aventure pour aller se procurer telle ou telle gourmandise qu'on a inclus dans la boîte quelques madeleines de Proust. Donc, et vous, alors, la dernière question qui m'a été posée, c'est qu'est-ce qui vous a intéressé dans la pharmacie littéraire? Pourquoi vous avez accepté d'y participer? Parce que c'est une initiative vraiment géniale. C'est-à-dire qu'en effet, ça formalise d'une manière élégante et joyeuse quelque chose qu'on fait extrêmement souvent sans se rendre compte.
c'est comme si on était tous des pharmaciens littéraires, un peu comme Monsieur Jourdain, quoi. Et que dès qu'on offre un livre aux gens, on leur offre des livres parce qu'on pense que ça va leur faire du bien d'une manière ou d'une autre, ou que ça va les intéresser, ou que ça va les bousculer, ou que ça va les consoler. Et votre initiative, elle formalise cette espèce de consolation et de partage que symbolise le livre d'une manière extrêmement judicieuse et élégante. Donc non, c'est un rêve. C'est gentil, en tout cas. On espère surtout que ça va aider les nombreuses librairies partenaires à Paris, mais aussi qu'on est en train de développer dans le reste de la France, mais aussi surtout en Europe. En fait, on a beaucoup de partenaires. Enfin, on a un partenaire à Londres, à Budapest. On est en train d'en développer en Italie. Donc ça va être vraiment la grande chance un peu des pharmacies littéraires. Ça va être d'essayer de faire passer les idées au-delà des frontières, comme vraiment comme si l'Europe était un territoire métaphorique des idées avec une libre circulation. Moi, je suis très triste qu'on ne soit plus dans l'Union européenne, à Londres, mais en fait, par les idées, il n'y aura plus de frontières. Et c'est un peu l'objectif de la pharmacie littéraire, c'est de dépasser le cadre des frontières. Donc ça, et puis évidemment, c'est né d'un cri intérieur quand il y a eu la censure des librairies en France, totalement bouleversée. Et je me suis dit, c'était horrible. Voilà, je me suis dit non, c'est impossible. Et ben tant pis, on va envoyer. Et puis j'offrais toujours à mes amis, à ma famille des livres. Et je voyais à quel point ils étaient hyper touchés et heureux. Donc je me suis dit bon, on va lancer ça. Donc ça, c'est vraiment une initiative qui. Et puis aussi, comme j'ai dit, par rapport au thé que vous avez choisi, ça aussi, ça favorise un peu le commerce. Enfin, sur beaucoup le commerce, les artisans locaux. Les pharmacies, elles sont confectionnées par des créateurs très jeunes, qui ont plein d'idées et qui sont à Paris. Bon, pour l'instant, c'est qu'à Paris, mais on essaiera de développer ça en dehors de la capitale. Mais c'est vraiment un projet comme ça, local, artisanal, pour aider, quoi. Donc, en tout cas, on est très heureux de vous avoir. C'est bien, c'est beau et c'est bon. Ben voilà, exactement. C'est ce qu'a dit Jacqueline. Elle a dit c'est bien, c'est beau, c'est vrai. Voilà. Ça m'étonne pas qu'on se retrouve avec Jacques. Et l'édité sont exactement liés. En tout cas, d'ailleurs, justement, j'annonce à nos auditeurs et à nos amis de King's College que Jacques Attali sera le prochain prescripteur et il sera interviewé en webinaire le mercredi 9 juin. Voilà. Ça va être génial. Et on parlera aussi de son livre Les Jolis. Il y aura d'autres jolis mois de mai aux éditions Fayard. Donc, j'espère que vous serez. Puis alors, lui, sa culture est tellement encyclopédique et au-delà des époques et des frontières que je me demande bien ce qu'il va trouver comme description. J'ai hâte de voir. Ah ouais, c'est impressionnant. Elle est assez passionnante. Je suis sûre. Assez intéressante. Ouais, je suis sûre. Bon, en tout cas, chère Sophie, merci infiniment de votre temps. Merci à vous. Parce que vous êtes très occupée toujours, mais particulièrement en ce moment. Et c'était vraiment passionnant. J'espère qu'on se reverra très vite. Moi aussi. Et merci pour tout, pour vraiment tout depuis le début, votre accueil, votre enthousiasme, votre énergie, vos idées. C'est vraiment passionnant. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à tous et puis à très vite. Au revoir, Sophie. Bon thé, bonne lecture. Au revoir, merci. Ciao, bye bye. Merci pour tout.